Donc j'ai le plaisir d'introduire Sarah Vallin, qui est la conservatrice du musée de Dèvres. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille de faire la visite là-bas. C'est un très beau pays. Il y a beaucoup de choses à visiter dans le nord de la France, qui a une réputation un peu injuste, de pays un peu aride, ce qui n'est pas du tout le cas de la région de Dèvres, puisque c'est une région extrêmement riche sur le plan historique. Et notamment parce que cette ville a consenti à faire un musée dédié à la céramique. Il faut dire que Dèvres est un important, très important centre céramique français dans lequel on n'a pas fait que des carreaux, hein. On a fait aussi beaucoup d'autres choses dont Sarah Vallin va nous parler. En fait, de Dèvres, on va parler deux fois. Tout de suite, donc avec Sarah Vallin pour les débuts. Et puis ensuite, on fera un focus sur une deuxième manufacture à Dèvres, importante également. Voilà, tu as donc la parole pour venir là. Comme ça. Bien, je souhaite remercier tout particulièrement Bruno Estienne pour son invitation. Dèvres n'a pas manqué d'être évoqué hier, aujourd'hui, naturellement. Dèvres est donc connu pour sa reprise des styles anciens. Et plutôt que de vous proposer une sorte de jeu de piste entre le vrai et le faux, si les termes conviennent, je vous propose plutôt de plonger dans les débuts de cette histoire, qu'on comprenne un peu pourquoi Dèvres a repris les styles anciens. Alors, avant toute chose, Dèvres, D-E-S-V-R-E-S, ça peut être bien quelquefois de le rappeler, où ça se situe. Est-ce que ça se voit bien sur la carte? Bon, tant pis, il y a ce bandeau. Alors, on est dans l'arrière-pays boulonnais, c'est-à-dire on est une vingtaine de kilomètres du littoral qui s'appelle la Côte d'Opale. C'est dans le Pas-de-Calais, région Hauts-de-France. Commune de 5000 habitants environ, à ne pas confondre avec Sèvres. Alors évidemment, devant un auditoire comme le vôtre, ça paraît un peu farfelu de le rappeler, mais croyez-moi, je vous laisse en juger. La confusion est toujours possible. Donc vous voyez que je reçois des invitations du musée des arts décoratifs à Dèvres, mais au musée de la céramique de Sèvres. Je trouve ça assez savoureux, ça aurait été dommage de vous en priver. Alors, ceci dit, outre la ressemblance sonore, Dèvres est effectivement aussi une cité de la céramique depuis fort longtemps. Je vous ai mis le logo de la ville qui intègre dans son, comment dire, dans l'identité de la ville l'évocation de la faïence, là en l'occurrence, et sans remonter, d'ailleurs c'est pas le propos de mon intervention, sans remonter à l'époque gallo-romaine, un rapide tour d'horizon de ce qui a fait la réputation de Dèvres. Alors, pendant un certain temps, des terres cuites vernissées, et nous sommes passés ensuite à la faïence, vous voyez, je passe la vite, à la faïence en 1765, première faïencerie, qui réalisait ce genre d'objet, tout à fait en phase avec l'esprit de son temps, bien intégré aux faïences du Nord, assez difficile d'ailleurs à démêler en matière d'attribution, chacun le sait bien. Ensuite, 19e siècle, époque caractéristique des carreaux. On connaît à partir du 19e le développement à échelle industrielle. Le carreau est l'ambassadeur du savoir-faire des rois. Et puis on en arrive au début de la décennie 1870, au démarrage de l'industrie d'art. C'est à partir de ce moment que Dèvres se convertit à l'objet d'art, à la faïence dite artistique ou de fantaisie. Ça a pu être appelé comme cela. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, précision, cette conversion à l'industrie d'art se fait à travers la reproduction d'anciens, très clairement. Alors, beaucoup de questions se posent. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ça a émergé? Quel a été l'objectif? Qui en sont les acteurs? Eh bien, pour aborder cette question très intéressante, je me suis penchée sur un lot de documents. C'est ce que nous appelons à Dèvres des aquarelles. Il s'agit de planches qui constituent le répertoire des manufactures du point de vue des formes et des décors. Donc, voilà le matériau d'étude. Donc, vous allez voir surtout des documents graphiques. Et vous verrez que c'est tout aussi intéressant que les pièces. Quelques exemples
Donc voilà à quoi ça ressemble. Elles peuvent être libres, elles peuvent être reliées, ces aquarelles. Et l'intérêt principal, alors outre le fait qu'évidemment ça offre un répertoire très large, on peut ne pas tout avoir dans un musée, évidemment, il faut de la place, mais les documents en prenant moins, c'est possible d'étendre la connaissance à travers eux. Ils ont ce double intérêt, en plus d'être des documents légendés, c'est-à-dire de proposer, plutôt de démontrer la façon dont ça s'est organisé, puisqu'il y a le choix de mettre des intitulés sur les formes et les décors. C'est ce qui va nous intéresser. En plus, certains documents, la plupart d'entre eux, reçoivent des cachets dont une petite partie est datée, et je vais y revenir juste après. Cet ensemble que je vous propose d'explorer vient de la manufacture de la Belle-Croix, rue de la Belle-Croix, à Dèvres, fondée en 1863 par un couple extrêmement intéressant, formé par François Fourmentreau et Célina Courquin, qui créent leur manufacture en 1863 pour produire naturellement des carreaux, au début. Alors, les voici notre couple. François Fourmentreau, Célina Courquin, ils sont peints par un artiste du nom de Jean Ouvers bien après. Le tableau date de 1944. Et alors, ce que l'on sait, selon diverses sources archivistiques, c'est que ce démarrage de la production artistique peut être situé entre 1872 et 1875. En tout cas, ce sont les pionniers, c'est eux qui adoptent ce répertoire, enfin ces formes à Dèvres. Alors, parmi les carreaux, il y avait des décors déjà empruntés à des centres comme Rouen, par exemple, mais enfin, on restait quand même sur le support carreau. Il faut souligner le rôle de Célina Courquin. C'est une femme extrêmement intéressante. Elle est plus âgée que son mari et quand elle l'épouse, elle a déjà une carrière d'entrepreneur derrière elle. Elle a créé son propre magasin d'étoffes. Elle était donc tout à fait en phase avec les goûts de l'époque et soucieuse de savoir ce qu'il pouvait trouver preneur, ce qu'il pouvait trouver acquéreur, enfin, disons, plutôt au fait des marchés, ce qui est évidemment important dans notre contexte. Alors, grâce au fils, à l'un des enfants du couple, qui s'appelle François fils, Fourmentreau Courquin, on a quelques éléments, enfin disons qu'il a écrit ses mémoires, qui datent de 1911, semble-t-il, en tout cas c'est dans le cercle privé, et les mémoires nous donnent un certain nombre d'éléments tout à fait intéressants. Par exemple, il nous explique que les premiers clients ont été les antiquaires, et que les années 1878 à 1886 ont été, je le lis, celles où furent créées les meilleures pièces. Vous avez en bas un exemple de cachet, le plus ancien qu'on trouve dans ce lot qui représente environ 1300 documents. Et la date la plus ancienne que l'on peut trouver, c'est celle du 29 avril 1889. Alors on est un petit peu après cette période mise en avant par le fils, mais dans la mesure où la position d'un cachet peut être bien postérieure à la création de la pièce, on ne peut pas non plus dater ce lot d'aquarelles et on peut partir du postulat, puisque on voit qu'on a des styles assez différents, que les documents les plus anciens pourraient, après tout, peut-être aussi être assez représentatifs de ce qui s'est fait au début. Alors, quel est le contexte ? Là, je vous l'ai indiqué, on démarre pour la décennie 70, enfin, on reste sur la décennie 1870. Alors, à rappeler, publication extrêmement importante, 1870 précisément, l'histoire de la faïence d'Albert-Potier. Ensuite, 1874-1876, Henri Paccot écrit son histoire de la faïence ancienne, française et étrangère. 1878, faïence de Delft par Henri Havard. Alors, vous voyez qu'il y a un regain d'intérêt pour la faïence ancienne qui est aussi le reflet de ce qui se passe dans le monde des musées, puisque ces publications accompagnent la création de musées, c'est le cas pour Rouen, accompagnent tout un renouveau de l'étude. Si je prends par exemple la question des arts industriels dans leur manifestation faïencière, on a au musée de Cluny, sous l'impulsion d'Edmond du Sommerard, comment je peux dire ça, l'extension des collections au domaine des arts industriels dans les années 60, 1860.
Et justement, je cite tout à fait délibérément cet exemple, puisque le fils indique qu'avec sa mère, ils ont visité beaucoup de musées, et notamment ils sont allés au musée de Cluny en 1876. Voilà, on a deux dates assez intéressantes. Alors, comment ils s'y sont pris et que nous révèlent ces documents, notamment du point de vue de la méthode? Vous allez voir, c'est assez intéressant. Alors, je vous ai mis cette aquarelle, cet extrait d'aquarelle pour démarrer, cache-pot, imitation de Rouen. Donc, c'est bien, on donne un peu le programme. Évidemment, la question de l'imitation, ça a été abordé tout à l'heure, ça pose celle du degré de fidélité. Alors là, la proposition, bon, elle peut paraître un peu surprenante, on va dire que c'est pas ce qu'il y a de plus classique, en tout cas qui sera classiquement repris de Rouen. C'est plutôt ceci qu'on va trouver très massivement finalement repris à Dèvres. Donc vous voyez, jardinière, cache-pot, et les intitulés nous disent simplement Rouen. Rouen, très bien, c'est parfaitement adéquat, la forme et le décor. On va trouver aussi quelque chose de similaire pour Delft. Vous voyez, Petit Delft, Aiguière Delft, plateau, Aiguière Delft, c'est parfait, tout coïncide. Même chose, voilà un exemple tout à fait séduisant. Cornet Delft, cache-pot Delft, voilà, décor au chinois en l'occurrence, c'est pas précisément, on le voit. Alors quand on continue, pardon, on se rend compte qu'en fait c'est pas si simple et c'est beaucoup plus fantaisiste qu'on pourrait imaginer au départ. C'est-à-dire que vous avez bien un Cornet Delft et puis il semblerait que ce soit plutôt un décor Rouen. En tout cas, ce qui est assez intéressant, c'est que cette aquarelle peinte que vous avez au centre semble être l'aquarelle correspondant à la pièce qui est dans la main de Fourmentreau, de François Fourmentreau sur le tableau. Et quand on continue, on voit qu'effectivement, la Potiche Delft, elle peut prendre un décor de Lambrequin rouennais, elle peut prendre le décor dit à la Corne, ça lui ressemble en tout cas, ou toute autre chose. Là, vous avez les armoiries de la ville de Dèvres. Alors, bon, on peut se poser la question, est-ce que finalement le centre n'est invoqué que pour la question des formes? Ça pourrait être le cas avec cette aquarelle qui précise forme, vase Nevers. Pour le décor, bon, c'est peut-être pas ce qu'on attend de Nevers, bon, c'est amusant. Et puis d'un autre côté, vous avez une canette Delft à lambrequin polychrome qui est plutôt traditionnellement rattachée à Rouen. Donc, on a cette liberté, cette espèce de fantaisie, et c'est valable dans l'autre sens. On va par exemple avoir la mention, cette fois-ci non plus de la forme, mais du décor. On nous propose un décor Delft sur un cache-pot Nevers, à camailleux bleu. Bon, vous voyez que celui qui a mis les couleurs a considéré que polychrome, c'était quand même mieux, donc il l'a mis en couleur. Et puis quand on regarde bien, ce décor qui pourrait être du Delft, il est quand même bien inspiré aussi de Rouen dans ses détails. En tout cas, on voit que quand un centre est mentionné pour donner une source d'inspiration, il n'y en a qu'un. Je veux dire, on ne va pas mettre cache-pot Nevers avec décor Delft. Il y a cette sobriété, mais enfin qui laisse apparaître une sorte de flottement. Alors en tout cas, les antiquaires ont dû apprécier les propositions. Disons que ce qui est assez amusant, c'est que si on prend cet ensemble intitulé Vieux Rouen, donc on voit qu'on va y retrouver par ailleurs le décor à la Corne mentionné sur le document, et puis on retrouvera la mention du lambrequin, laquelle mention sera plutôt dans le groupe du Rouen, et c'est là qu'on voit que Rouen, Vieux Rouen, en fait c'est la même chose, mais ce n'est pas pour autant qu'on va se priver d'un peu de nuance, puisque le décor dit Rouen tout seul peut être aussi fleurette de Rouen au singulier ou fleur de Rouen au pluriel. Voilà, c'est pour vous amuser un peu, juste pour vous montrer que si l'on veut classifier tout ça, finalement on se heurte à cette forme de liberté qui est peut-être assez surprenante quand on considère que ça a été inspiré, enfin en tout cas ça a émergé dans le contexte d'une approche visant à la classification. Bon, disons que c'est assez amusant de voir un peu ce que ça donne. Alors en tout cas, ça nous amène à deux constatations, c'est l'objectif de cette démonstration.
qu'en fait, la précision, l'exactitude historique, ça ne fait pas partie du programme, c'est pas du tout l'objectif, et ça se comprend, de ces entrepreneurs. Il y a un pragmatisme marchand, l'idée c'est de capter l'air du temps, c'est pas de faire des copies rigoureusement identiques. Ça d'ailleurs, on le verra plus tard, il suffira d'une génération et d'une autre démarche entrepreneuriale pour faire un choix, on va dire, beaucoup plus rigoureux. En l'occurrence, les fondamentaux qui ont lancé cette mode de la reprise des styles ont plutôt cherché à être dans une mouvance stylistique à répondre au goût. Alors, autre constatation, le Rouen a la préférence, c'est très clair. Alors, autant on a vu un peu de Delft, très très marginalement du Nevers, mais Rouen décliné de la façon la plus riche possible. Et quand on regarde ce tableau, on peut s'y pencher à nouveau, on se dit qu'effectivement, c'est bien ce qu'a voulu montrer cet artiste missionné par la famille pour immortaliser la démarche de ce couple. On voit bien que finalement, on a choisi de les environner de pièces de Rouen, dont nous avons d'ailleurs pour la plupart d'entre elles, les aquarelles correspondantes. Alors on peut se poser la question, Rouen, bon d'accord, et pourquoi Rouen en particulier, puisqu'après tout, dans ce contexte, on voit bien que plein d'autres centres étaient mis à l'honneur. Et là, en l'occurrence, cette pièce nous intéresse tout particulièrement puisqu'on se rend compte en l'étudiant, en l'observant de près, que c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est cette potiche cylindrique pour ornement de cheminée que vous voyez à gauche de l'aquarelle, agrandie en dessous, et en fait, c'est, intitulé compris, la copie conforme de la planche 20 de l'ouvrage d'André Potier. C'est exactement ça. Alors ici, cette planche, c'est la capture d'écran de la présentation de l'ouvrage en ligne. Je rappelle qu'il est édité en 1870. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que l'inventaire des collections de musées qui a été fondé en 1963, grâce aux industriels céramistes d'Évreux, dont les héritiers de ce couple mentionnent que la production de faïence artistique pour cette manufacture se concentre entre 1872 et 1932. Alors en tout cas, on serait bien au début, vous voyez, de cette aventure aussi éditoriale. Et peut-être que d'emblée, Rouen a été considérée comme la source principale et celle qui finalement a comblé les souhaits de fabrication de ce couple. Alors, quand on parcourt le lot d'aquarelles, effectivement, vous voyez, on retrouve la copie conforme d'autres propositions de l'ouvrage d'André Potier, la planche 53 en l'occurrence. C'est exactement la même chose. Et là, alors, ça va vous faire sourire parce que vous avez vu quelque chose de tout à fait similaire plus loin. Ici, c'est encore plus intéressant puisque la planche 56 présentée à droite, c'est un document que nous possédons. Autant je vous ai montré tout à l'heure des captures d'écran pour illustrer, autant ici, en fait, on a la chance dans ce lot de 1300 planches d'avoir un ensemble de planches, de lithographies extraites de l'ouvrage d'André Potier. Et on voit qu'ils avaient véritablement intégré à leur documentation ces éléments, à un point d'ailleurs assez poussé, on va le voir juste après. Donc là, je vous ai mis en correspondance la traduction dans l'aquarelle Fourmin-Trou-Pourquin et donc la planche que j'évoquais à l'instant. Même chose, vous voyez, c'est assez intéressant. Cette planche qui est le numéro 45 chez André Potier, bon, a été un peu étendue, de Cacheton on est passé à Jardinière, mais c'est exactement la même chose. Alors ici, vous avez au centre, ou plutôt sur la partie gauche, les aquarelles Fourmin-Trou-Pourquin, et on voit cette déclinaison du motif bien connu à la corne, présenté par André Potier. Vous voyez que celle que nous possédons, c'est le document qui est un petit peu plus gris, c'est-à-dire à gauche de la droite. En fait, il est pas on l'a pas conservé dans son intégralité. Alors, ils ont dû, en fait, effectivement, et même c'est certain, en faire des documents de travail. C'est tout l'intérêt de voir à quel point ce matériau a été intégré à la démarche de création, puisque vous voyez qu'ici, même chose, c'est issu de l'ouvrage de Potier, eh bien le motif a été traité en poncif. Je ne sais pas si vous le voyez bien.
C'est-à-dire ça a été piqueté pour pouvoir faire une reproduction tout à fait parfaite du motif. Alors on a cette bordure de plat qui est reprise sur une aquarelle. Ce qui est dommage par contre, c'est qu'il n'y a pas de correspondance exacte entre le poncif, en tout cas la planche transformée en poncif, et le document. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais vous voyez, en tout cas, si on peut les mettre en parallèle du point de vue stylistique, il n'y a pas d'explication, enfin je veux dire, on ne peut pas considérer que ce soit le résultat de la transformation de cette lithographie en outil de travail. Et on ne désespère pas de la trouver dans notre fond qui n'est pas complètement exploré à l'heure actuelle. Autre chose très intéressante du point de vue de la façon de traiter ces documents comme des archives, enfin des outils de travail, vous voyez qu'ici, pour la planche 38, eh bien, on a procédé à cette technique du quadrillage pour reproduire la pièce à plus grande échelle, par exemple. C'est le cas ici, le plat mesure 54 cm. Et nous sommes très heureux de l'avoir dans les réserves. Nous n'avons pas l'aquarelle entre deux, par contre. Par contre, ici, le quadrillage a été préparé. C'est moins abouti que le précédent, puisque ce n'est pas numéroté. On n'a pas encore rencontré le plat correspondant. J'en profite, je lance un appel. Si vous le connaissez, ça nous intéresse. En tout cas, la source d'inspiration est très claire. Comme nous ne connaissons pas non plus d'aquarelle qui aurait pu être l'outil intermédiaire, on peut se demander si ces pièces, en tout cas la précédente que je vous ai demandé, que je vous ai montré, pardon, faisaient l'objet peut-être de commandes particulières. C'est bien probable qu'on en ait moins. Les aquarelles ayant pour objectif de fournir aux représentants de commerce la matière nécessaire à la présentation des collections pour obtenir des commandes. Puisqu'on en est aux pièces, on va pouvoir s'intéresser justement à la marque du fabricant. Chez les fonds Mintron-Courquin, c'est très clair, il n'y a jamais eu d'intention de tromper qui que ce soit, c'est-à-dire qu'ils mettent bien leur signature, les deux lettres entrelacées, F et C. Et d'ailleurs, de toute façon, quand on a leurs pièces en main, bon, il n'y a pas vraiment de confusion possible. C'est plutôt une proposition d'inspiration très claire, avec, comme vous avez vu, plus ou moins de liberté. En tout cas, les exemples que je vous présente ici sont quand même assez rigoureusement proches, au moins du modèle aquarellé. Et on voit que cette même signature, en général en bleu, d'ailleurs je ne connais pas personnellement d'exemple autre qu'avec le choix du bleu, mais on va retrouver ça avec en plus une certaine dimension de signature sur les pièces qu'on peut considérer comme les plus anciennes du couple. Alors, Fonds Mintron-Courquin, c'est donc la base, en tout cas l'origine de cette histoire de reprise des styles anciens, et ça semble bien expliquer pourquoi le Rouen a eu une telle audience à Dèvres, parce qu'en fait, c'est la référence absolument incontournable en matière de style. Ceux qui se sont engouffrés dans la brèche ouverte par les Fourmentreau-Courquin, ce sont immédiatement les frères de François Fourmentreau, qui se sont associés, deux frères, ayant pour prénom Jules et Émile. Ça n'a duré que 8 ans leur association, mais la production s'est poursuivie avec l'un des deux, Jules Fourmentreau en l'occurrence, qui ensuite a cédé à Francis Masse en 1903. Vous voyez que eux, ça fait partie des aquarelles a priori les plus anciennes chez Fourmentreau frères. Ils ont aussi bien compris que le Rouen, c'était tout à fait vendeur, parce qu'évidemment, on ne peut pas perdre de vue les opportunités de marché quand une proposition est faite chez les fabricants. Et on en est arrivé, du côté Fourmentreau frères, Jules Fourmentreau Masse, à une exploitation du Rouen avec une exubérance rocaille qui s'est maintenue très clairement tout au long du XXe siècle et a peut-être un peu lassé aussi les amateurs de faïence. En tout cas, je vous ai mis ces deux exemples assez amusants, je dirais, parce que vous y retrouvez ce goût pour la combinaison, ce goût de l'art combinatoire qui est quand même très caractéristique du Dèvres côté Fourmentreau en tout cas. C'est-à-dire que pour l'aquarelle en bas, à droite, vous avez une forme qui serait plutôt Delft avec un décor de lambrequin plutôt rouennais. Et puis, dans ce flot d'exubérance rocaille, vous trouvez deux jolies petites boîtes à thé Delft.
conclure ce propos, eh bien, je ne résiste pas non plus au plaisir de rappeler que Dèvres reste un centre producteur et que une toute jeune entrepreneur s'est installée cette année. Elle a démarré son projet il y a quelques mois, en fait, et a appelé sa manufacture Des Rêves. Bon, c'est quand même un très beau clin d'œil. Personne n'y avait pensé avant elle et mais on lui souhaite tout le succès mérité. Et en tout cas, vous voyez, c'est quand même assez extraordinaire parce que elle a eu le souci de revenir d'abord aux arts de la table, ce qui ne se faisait plus à Dèvres, même si la production n'a jamais été interrompue, mais dans d'autres domaines. Et là, en l'occurrence, elle a quand même, je ne sais pas, perçu tout de suite qu'il fallait que le décor soit bien ancré dans l'histoire et la tradition dévroise. Et vous voyez que finalement, tout en l'épurant et en comment dire, en le débarrassant, si on veut dire, parce que, enfin, en tout cas, la polychromie, elle a préféré quelque chose de très épuré, et bien finalement, elle s'est tournée vers un décor Rouen, le décor à la corne, qui a été très, très repris, et finalement, on doit ça à Formentro Pourquin, qui a su imprimer son choix, son orientation dans toute une destinée de production céramique. Voilà, je vous remercie pour votre attention.